Moi, je pense que ce qui m'a le plus manqué, c'est qu'on me dise que tout ce que je ressentais était complètement normal et complètement légitime et que oui, c'était une épreuve horrible en fait. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Lundi 30 septembre 2019, il est tout simplement rentré du travail avec un mal de ventre. Il pensait que c'était la faim car il n'avait pas eu le temps de déjeuner. On ne s'inquiète pas, mais le mal continue et s'amplifie. Tout s'empire. Quelques jours plus tard, il se fait opérer d'une occlusion intestinale et pendant l'opération, on lui découvre une tumeur. Ablation de la tumeur, colostomie qu'il devait garder peu de temps mais qu'il a fini par garder pendant 1 an. Tout s'enchaîne à une vitesse VV' qui laisse peu de temps pour digérer les mauvaises nouvelles en cascade. Pour reprendre les mots d'Anoucha, son épouse, tout s'effondre. La vie s'écroule devant mes yeux. Il n'y a aucune raison que ça nous arrive à nous. On est si jeunes, on avait une vie saine. Et pourtant si. Et c'est vraiment dur. Ils étaient jeunes mariés, ils rêvaient de fonder une famille. Anoucha avait 26 ans et son mari 33. Si j'ai voulu interviewer Anoucha aujourd'hui, et pas son mari, c'est parce que je voulais absolument donner la parole à une accompagnante. Quand on y pense, il y a autant d'accompagnants que de gens qui ont le cancer. En fait, en réalité, il y en a bien plus, si on englobe les conjoints, les amis proches, les enfants. Comment vivent-ils l'épreuve du cancer ? Sentiment d'impuissance, sentiment de culpabilité, déni parfois, solitude, incompréhension. Tout le monde réagit différemment. Et je trouve très courageux qu'Anoucha se lance corps et âme dans un nouveau projet. Rassembler les accompagnants, les aider, libérer la parole, leur faire comprendre que c'est légitime de ne pas aller bien. C'est légitime et c'est parfaitement OK d'être aussi embarqué, comme le malade, dans une véritable montagne russe. Je vous avoue que j'ai eu un sacré électrochoc quand j'ai vu le compte Instagram d'Anoucha qui s'appelle Ma vie d'aidante. Elle a repris des injonctions qui m'ont fait froid dans le dos, notamment « Sois forte pour ton mari ». Sois forte pour ton mari. C'est quoi être forte ? Avait-elle le droit de pleurer, de ressentir de la colère, de la peine, de la solitude ? Alors déjà, le « sois forte et garde le moral », c'est 80% de la guérison. Quand on est malade, c'est déjà tout à fait insupportable, parfois. Je parle d'expérience personnelle et je constate qu'on est beaucoup à avoir vécu la même chose. Sois forte et garde le moral, c'est 80% de la guérison. Ok, merci les gars, et si j'ai pas le moral, je vais mourir en fait. Je trouve que le « sois forte pour ton mari » ne laisse aucune place aux émotions. Ce qui m'a frappée, c'est quand elle a dit pendant l'interview « Je ne suis pas la malade, alors je n'ai pas le droit de me plaindre ». Anoucha s'est totalement renfermée et a plongé dans une dépression. Et elle ne prend pas de pincettes pour nous raconter toute son histoire qui, pour moi, est archi importante, car toute l'attention et tous les soins sont principalement pour les malades. Mais qu'en est-il des accompagnants ? Je vous invite à écouter ce témoignage touchant et suivre la reconstruction d'Anoucha, parce qu'elle a touché le fond pour mieux rebondir. Elle a mieux compris ce dont elle avait besoin, mais qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Et surtout, elle est ressortie de cette expérience avec un paquet d'atouts dont le pouvoir exceptionnel de l'acceptation et de la bienveillance envers elle-même. Bonjour Anoucha. Bonjour Delphine. Alors, merci 1000 fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Alors, il faudrait croire que l'univers m'a entendu parce que j'avais envoyé une demande de rencontrer une accompagnante comme toi et vive les réseaux sociaux parce que tu es arrivée sur Instagram et quand j'ai vu le titre de ton compte, Ma vie d'aidante, je me suis dit « Ah, ça c'est vraiment la personne qu'il me faut ». Pour la petite histoire, en fait, quand j'ai démarré le podcast, enfin avant de démarrer le podcast, je me suis dit « Ben voilà, il me faut différentes personnes, évidemment des femmes qui ont le cancer ou qui ont eu le cancer, des médecins, des philosophes, et puis je voulais absolument interviewer des accompagnantes parce que c'est finalement un petit peu les oubliés de l'histoire.
Et je t'avoue que la première chose que j'ai vue sur ton compte Instagram, ce sont ces fameuses injonctions. Sois forte. Déjà, quand on est malade et qu'on entend sois forte, Oui. c'est terrible parce qu'on se dit, OK, si je suis pas forte, je vais pas guérir. Mais alors, sois forte pour ton mari. Là, ça m'a fait un électrochoc. Tu vas nous expliquer. Donc, peut-être pour démarrer, nous expliquer le cancer de ton mari, comment ça s'est passé, pour nous donner un petit peu le cadre, ton âge, ta composition familiale, ton métier, et puis évidemment, c'est ton histoire qui nous intéresse. Donc tu commences où tu veux, tu termines où tu veux, tu nous emmènes où tu veux. Super. Bah déjà, merci beaucoup de me donner la parole. C'est vraiment très important pour moi. Je pensais pas en être capable si tôt parce que ça fait pas si longtemps que le cancer est derrière nous et des fois j'ai encore un peu de mal à me dire qu'il est derrière nous parce que donc le cancer de mon mari a été diagnostiqué en octobre 2019. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi, mais quasiment tout juste un an et demi en fait. Oui. Donc lui, il avait 33 ans à l'époque, moi j'en ai 26 et il était en excellente santé. Donc il tombait jamais malade, on avait un mode de vie très sain. Donc il a été diagnostiqué d'un cancer du côlon et qui en plus était un cancer qui n'arrive pas normalement à des personnes si jeunes et qui n'arrive pas non plus dans un mode de vie tel que le nôtre. Donc vraiment c'était inexplicable et c'est arrivé très violemment, du jour au lendemain. Voilà, mon mari avait des maux de ventre qui passaient pas, il a été hospitalisé et pof, on a découvert le cancer. Globalement, pour schématiser, c'était comme ça. Et des maux de ventre du jour au lendemain, carrément? Ouais, mais en fait, il est rentré du travail un lundi soir, donc pour moi les dates sont très importantes et j'ai vraiment les dates, toutes les dates de ce qui s'est passé à quel moment, donc je me souviens très très bien. Donc c'était le lundi 30 septembre 2019, il est rentré du travail, il avait mal au ventre et il m'a dit, mais il avait une longue journée de travail et il m'a dit j'avais faim, j'ai pas eu le temps de manger, donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu des crampes au ventre. Voilà, tu sais, des fois on laisse passer le moment puis après voilà. Puis du coup, j'étais pas du tout inquiète, surtout qu'il était vraiment jamais malade, donc c'était pas quelqu'un qui avait une santé fragile. Et sauf que les jours ont passé, les douleurs s'intensifiaient. Il allait voir le médecin qui lui a dit c'est sûrement une inflammation. Il a fait une prise de sang qui était bonne, il y avait aucun souci. Et c'est du coup après, il mangeait plus, il vomissait, il dormait plus. Donc après un week-end comme ça, il a été admis dans une clinique. Et là, ils lui ont fait un scanner. Ils ont découvert qu'il avait une occlusion intestinale. Donc, c'était assez grave. Et en fait, il a été opéré en urgence de l'occlusion. Et pendant l'occlusion, le chirurgien a vu une tumeur. Et voilà. Donc, ça a commencé comme ça. C'était vraiment le cauchemar parce que, voilà, j'avais 26 ans. On était tout jeunes. On était mariés depuis un peu plus de 2 ans. Et voilà, pour nous, c'était notre vie de jeunes mariés encore. Et tout d'un coup, il y a tout qui s'effondre. Donc, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'est vraiment ça. J'ai vu ma vie s'écrouler devant mes yeux. Oui, c'est terrible parce que c'est vraiment les belles années. Et puis, j'imagine l'envie peut-être de fonder une famille. Exactement, ouais. C'était le projet. On s'était dit en 2020... voilà, c'était avant que 2020 arrive. Mais à la base, on s'était dit que 2020, c'était... ça nous paraissait bien, on voulait commencer à essayer d'avoir un enfant. Et puis voilà, finalement, quelques mois avant 2020, on nous dit cancer, chimiothérapie, préservation de la fertilité, des mots qu'on n'a pas du tout envie d'entendre à moins de 30 ans, puisque j'en avais 26. Et vraiment, le sentiment que j'avais à ce moment-là, c'est mais je suis pas prête, c'est pas possible, on est beaucoup trop jeunes, il y a aucune raison que ça nous arrive. Voilà. Et après, au final, avec le recul, on se dit il y a aucune raison que ça n'arrive à personne, d'une manière générale. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, pour le cancer. Et donc après, il a suivi une chimiothérapie pendant 6 mois. Et oui, détail très important que j'ai oublié, il a eu une colostomie pendant 1 an. Donc c'est-à-dire que comme il avait une tumeur au côlon, donc pendant l'occlusion intestinale, en fait, pour débloquer, si je puis dire, l'occlusion, ils ont retiré une partie du côlon et ils ont relié une partie du côlon à la paroi intestinale et ensuite ils ont créé une poche pour recueillir les excréments et donc du coup ça s'appelle une colostomie. Donc nous on l'appelait la poche, c'était plus facile. La poche, oui. Ça c'est une réalité vraiment vraiment compliquée. Hein. Oui, et du coup il a eu cette poche pendant 1 an.
ce qui est très long en fait. Oui. Quand en plus c'était pareil, c'était du jour au lendemain. Enfin voilà, le lundi soir, une semaine après le début des douleurs, il a été admis donc dans une clinique, et le mardi matin on lui découvrait l'occlusion, et 1 heure après il avait une poche pendant 1 an. Et à la base c'était censé être pendant 1 mois, et finalement il y a eu des complications, et donc du coup elle a dû rester pendant 1 an. Et c'était dur, ouais. La vie au quotidien, enfin, je sais que mon mari a eu beaucoup de mal. Enfin, il l'a jamais accepté en fait jusqu'au moment où elle a été enlevée. Et il a pas trouvé des groupes de parole justement pour toutes ces personnes qui ont une colostomie, ou les hommes parlent peut-être alors moins c'est peut-être mais... un autre sujet, mais Oui. je sais pas si c'est le fait que ce soit un homme ou le fait qu'il soit pas français, parce que du coup il est irlandais, mon mari. Oui. Mais en tout cas, lui, il m'a dit qu'il avait jamais ressenti le besoin de parler. Donc que ce soit à des professionnels, à des groupes de soutien, ou à d'autres patients atteints du même cancer. Il m'a toujours dit, si j'en ai besoin, je le ferai. Mais même maintenant, il l'a jamais fait en fait. Mais donc comme je disais à la base, donc en octobre, quand il a eu la poche, on lui a dit on vous l'enlèvera assez vite, et en fait ils ont pas pu l'enlever. Ils ont voulu l'enlever pendant l'ablation de la tumeur en fait. Donc ils se sont dit on va retirer la tumeur et on va retirer la poche en même temps. Sauf qu'en fait l'opération a eu des complications. Donc ils n'ont pas pu enlever la poche à ce moment-là. Et ensuite il a dû commencer la chimio, et il fallait commencer la chimio assez rapidement. Donc ils n'avaient pas le temps de reprogrammer une opération. Et il avait besoin d'être en forme pour commencer la chimio. Donc il pouvait pas... Enfin en termes de timing en fait ça a pas pu se faire. Alors, voilà, raconte-nous ces fameuses injonctions qui, Oui. comme je te disais, étaient vraiment un électrochoc pour moi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est terrible. En fait, voilà, tu comme si tu n'avais pas le droit de t'écrouler, comme si tu n'avais pas le droit d'être triste, comme si finalement, je trouve que ces injonctions, ça implique c'est un double sens, hein. Sois forte pour ton mari, mais si t'es pas forte, il va pas s'en sortir. Oui, c'est exactement ça. Enfin, pour moi, comme tu dis, c'était vraiment des injonctions, et la pire, c'était vraiment sois forte pour ton mari. Il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont dit ça. En fait, enfin, pour faire court, pendant le cancer, au début, je racontais vraiment beaucoup ce qui se passait. Donc autour de moi, c'est-à-dire j'avais tout le temps mon téléphone. En plus, les 3 premières semaines, du coup, j'étais en arrêt maladie, parce que je l'ai pas précisé, mais je travaille aussi à temps plein. Donc les 3 premières semaines, mon médecin m'a arrêtée parce que c'était pas possible. On avait trop d'examens, trop de rendez-vous, trop d'attentes, trop de douleurs. Donc il m'a arrêtée pendant 3 semaines. Et donc pendant ces 3 semaines-là, vraiment, je racontais tout à mes proches, quoi. Je leur disais voilà, il se passait ça. Enfin, il se passait quelque chose chaque jour. Il y avait tous les jours une nouvelle donnée. Enfin voilà. Et je racontais beaucoup comment allait mon mari. Oui. Est-ce que je peux juste te couper? En fait, ton blog, tu l'as commencé tout de suite? Tu racontais déjà dans ton blog, ou tu l'as écrit après? Non, alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire un journal, mais un journal intime en fait, juste pour moi. D'accord, ok. Oui, et par la suite, là du coup il y a 1 mois, j'ai décidé de commencer à partager petit à petit mes entrées de journal en fait. Tu écrivais pour toi, oui. Tu racontais beaucoup. Oui, voilà. C'est ça. Je te laisse continuer. Non, pas de souci. Mais donc ouais, au début, donc j'écrivais pour moi, mais en parallèle, je racontais ce qui se passait à mes proches. Donc j'étais tout le temps sur Messenger, WhatsApp, texto. Enfin voilà, je faisais des copier-coller. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ça te faisait beaucoup de bien. Oui, à la base, j'avais vraiment besoin que tout soit sorti et d'expliquer tout ce qui se passait. Et sauf qu'en fait, au fur et à mesure, moi, j'allais de moins en moins bien, et il se passait de plus en plus de choses. C'était de plus en plus lourd. Voilà, on avançait. Donc, et en fait, techniquement, dans le pire de ce qui nous est arrivé, on a toujours eu les meilleures nouvelles. C'est-à-dire, le cancer était localisé, pas généralisé. Il y avait qu'un seul ganglion touché. Il y avait pas de métastase. Enfin, voilà. Donc, mon mari a plutôt bien vécu, on va dire, la chimio, enfin autant que possible, mais ça aurait toujours pu être pire en fait. Et donc du coup, il y avait beaucoup de personnes qui essayaient de me dire de relativiser en fait. Voilà, quand il y a eu les résultats du PET scan, c'était c'est super, le cancer est localisé. Ouais, super. Enfin,
Oui, évidemment, c'est super, il est pas généralisé, mais j'en avais rien à faire à ce moment-là. Moi, je voulais qu'il y ait pas de cancer du tout, en fait. Et donc, du coup... Oui, donc c'est comme si les gens niaient la difficulté ou niaient tes émotions. Mais moi, c'était l'impression que j'en avais, mais au final, avec le recul et même sur le moment, enfin, je savais que c'était pas ça. Tout le monde se doutait que c'était difficile. Mais les phrases étaient tellement maladroites, en fait. Les gens savaient pas comment s'y prendre avec moi. Et je pense que c'est la première fois que mes proches ne savaient pas quoi me dire. Et moi, je suis quelqu'un de très ouvert et je parle beaucoup de mes émotions et je suis toujours là pour tout le monde. Enfin voilà. Et là, d'un coup, c'était pas possible en fait. Et petit à petit, je me suis rendu compte que personne ne savait quoi me dire et qu'en fait, ça me faisait du mal de les entendre me dire des choses que je voulais pas entendre du tout, des choses qui me faisaient culpabiliser, des choses qui me donnaient l'impression que bon, ça va, c'est juste un petit cancer, allez, c'est bon, passe à autre chose quoi. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de phrases, parce que oui. Autant que ce podcast serve, quelques oui. exemples de phrases. Finalement, les gens peuvent être très maladroits parce qu'ils ne savent pas. C'est ça. Aussi, ils ont leur propre histoire. Et je trouve, pour moi, c'était très important de t'interviewer parce que je voulais vraiment aider les personnes à réaliser en fait l'impact de leurs mots. Donc, est-ce que tu peux me donner des exemples de phrases qui t'ont vraiment fait mal? Oui. Bah donc la première, celle dont tu parles, donc sois forte pour ton mari, ça c'est celle qui m'a le plus marquée et qui m'a le plus fait du mal parce que je savais pas ce que ça voulait dire en fait être forte et j'avais l'impression que du coup, je sais pas si c'est une construction sociale ou culturelle ou je sais pas, mais pour moi être forte c'était ne pas pleurer, ne pas montrer qu'on allait mal, être toujours là au taquet, infaillible et j'y arrivais pas. Moi j'étais en pleurs très souvent, j'ai fini par faire une dépression et du coup j'assumais pas. Je me disais bah non, on m'a dit d'être forte donc là je suis pas forte. Moi je voyais mon mari qui suivait la chimio et je disais c'est lui qui est fort, c'est pas moi. Toutes ces injonctions donnent un espèce de sentiment de culpabilité. Oui, voilà, pour moi c'était vraiment ça, ce qui m'a accompagnée pendant tout le cancer et même parfois maintenant, c'est vraiment la culpabilité. Et si je devais donner d'autres mots-clés, c'est vraiment l'incompréhension et la solitude. Oui. Et tout ça allait ensemble, c'était un trio gagnant qui m'a fait plonger dans une dépression pendant 1 an à peu près, ouais, un peu plus d'1 an. Alors, tu peux nous expliquer, parce que voilà, quand on s'est rencontrés la semaine dernière, là, tu m'as expliqué que en fait, tu as fini par te renfermer. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait exactement ce qui s'est passé? Oui. Alors, je l'ai pas. Maintenant, je peux l'analyser. Sur le coup, je l'ai pas du tout analysé, évidemment. Ce qui s'est passé, c'est il y a eu donc cette grosse opération, comme on l'a appelée, donc pour retirer la tumeur. Donc cette opération, elle a eu lieu 4 semaines après la découverte du cancer. Et après cette opération, c'est devenu de plus en plus difficile de parler en fait autour de moi. L'opération a été très fatigante pour mon mari. Voilà, on a quand même retiré une tumeur, c'était pas facile, c'est une opération compliquée. Et après ça, c'était dur. Je me suis beaucoup renfermée parce que je trouvais aucun réconfort en fait dans les réponses de mes proches. Et il y avait aussi cette culpabilité de me dire, je peux pas leur en vouloir parce que qu'est-ce que je me dirais à moi-même? Je savais même pas ce que je me dirais à moi-même, en fait. Je savais pas ce dont j'avais besoin moi-même. Mais je savais que c'était pas ce que je recevais. Et comme, voilà, je me disais, non, mais bon, de toute façon, là, visiblement, autour de moi, ils arrivent pas à me réconforter. Ils savent pas quoi me dire. Nos relations, elles en pâtissent. Donc, je vais juste pas leur parler de ce qui se passe, en fait. J'ai pas coupé les ponts avec les gens autour de moi, hein, mais simplement parler d'autres choses. De tout, mais pas du cancer. Donc, et surtout pas de moi. Donc, des fois, on me demandait des nouvelles et soit je répondais pas, soit je répondais de façon très superficielle, ce qui faisait que la conversation n'avançait pas. Et donc, en fait, tu n'étais plus du tout toi-même parce que tu expliques que tu parles facilement de tes émotions. Alors, peut-être une question un peu piège, mais après coup, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Oui, alors ça c'est la question la plus difficile parce que sur le coup, je pouvais même pas dire ce que je voulais entendre en fait. Donc c'est ça qui est difficile aussi parce que on se dit pourquoi à ce moment-là tu nous as pas dit ce que tu voulais entendre, mais j'en savais absolument rien. Donc maintenant, j'essaie de décortiquer ça et c'est donc ce que je fais aussi sur mon Instagram, j'essaie de réfléchir à tout ce qu'on m'a dit et tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise pour que peut-être des gens qui tombent dessus puissent se dire oui, des fois je suis maladroit, voilà. Au lieu de sois forte, par exemple, qu'on me dise juste mais en fait Anoucha, tu n'as pas à être infaillible tout le temps, c'est normal d'aller mal. Enfin, moi je pense que ce qui m'a le plus manqué, c'est qu'on me dise que tout ce que je ressentais était complètement normal et complètement légitime et que oui, c'était une épreuve horrible en fait. Ce que en fait, j'ai pas beaucoup entendu. Tu as encore tes parents? Oui. Et ta maman?
elle comprenait un petit peu, elle était pas un peu plus proche, ou est-ce que tu as reçu ça de tes parents comme commentaire ou... Exactement. Alors les personnes qui m'ont le plus comprise et soutenue sont mes parents. Donc voilà. Ça c'était vraiment pour moi c'était les rocs de mon épreuve. C'était ils étaient un peu aidants de leur fille aidante, si je puis dire, d'une certaine façon en fait, aidants par ricochet. C'est vraiment les deux personnes qui ont toujours été là et depuis le début en fait. Donc, mon père est médecin généraliste et en fait ce qui est un peu particulier du coup dans notre situation, c'est que c'est lui qui m'a annoncé le cancer en fait de mon mari. Oula, parce que ton mari était allé chez lui alors pour suite au Non, pas du tout. ventre. Alors on n'habite pas au même endroit. Donc mes parents habitent à Tours, moi j'habite à Toulouse. Donc rien à voir, 500 kilomètres de distance. Donc en fait quand mon mari a été déjà quand il commençait à avoir ses maux de ventre, etc. Il allait voir le médecin, il a fait une prise de sang. Donc moi j'avais eu mon père au téléphone. Parce que c'était ma référence médicale et que moi j'y connaissais rien et que lui il pouvait m'expliquer des choses. Donc voilà, je lui avais envoyé les résultats de la prise de sang, il avait décortiqué avec moi, etc. Donc le lundi, donc le 7 octobre 2019, mon mari a été admis dans une clinique et à ce moment-là, moi j'étais mais vraiment très très inquiète parce que je me disais mais c'est pas normal ce qui se passe. Alors que tout le monde dans le corps médical me disait non, les symptômes sont plutôt rassurants. C'est sûrement une appendicite ou peut-être même une gastro. Enfin, il y a quelque chose, mais tout le monde autour de moi disait que c'était pas grave en fait. Et moi, j'étais inconsolable. Donc j'avais eu beaucoup, mais mon père au téléphone, qui à ce moment-là, bon, hasard de la vie, il était lui-même en arrêt maladie à ce moment-là, parce que normalement, j'aurais pas pu l'avoir au téléphone en pleine journée puisqu'il travaille. Mais il était en arrêt maladie à ce moment-là, et donc dès le lundi, je l'ai eu beaucoup au téléphone. Et il essayait de me rassurer, il prenait vraiment les symptômes un par un, voilà. Et pour lui, c'était, enfin, comme tout le reste du corps médical qu'on avait rencontré, pour lui, c'était pas grave. Ça pouvait pas être quelque chose de grave, parce qu'il avait que 33 ans et tout allait bien dans sa vie, oui, et voilà. Exactement. Et le lendemain, donc j'étais hyper inquiète, et il m'a dit, bon, est-ce que tu veux que j'essaie de contacter la clinique et que j'essaie d'avoir des informations parce que peut-être que eux ils auront pas le temps, voilà, les médecins ils auront pas forcément le temps de tout te dire. Moi je dis fais ce que tu veux, de toute façon je suis dans un état pas possible, j'étais vraiment très inquiète. Et il a réussi à voir la clinique en fait, et donc il a réussi à voir le chirurgien qui s'est occupé de mon mari. Chirurgien génial d'ailleurs, soit dit en passant, on a eu beaucoup de chance. Il a réussi à l'avoir au téléphone et en fait par la suite ils ont été en contact. Voilà, le chirurgien avait le numéro de mon père, etc. Et en fait après l'opération en urgence donc de l'occlusion intestinale, le chirurgien a appelé mon père et il a dit à mon père parce qu'il avait vu quoi. Donc de médecin à médecin. Et c'est après mon père qui m'a appelé en me disant bon bah voilà Anoucha, les nouvelles sont mauvaises, le chirurgien avait une tumeur. Donc c'est mon père qui me l'a annoncé en fait. Dur. Ouais, c'était dur et peut-être plus personnel. Ouais, c'était dur et à la fois après j'en ai parlé avec lui, je dis mais comment t'as fait? Parce qu'évidemment lui il en a annoncé des mauvaises nouvelles à des patients, voilà, c'est un médecin donc il a tout vu. Et je me disais mais dire ça à ta fille à sa propre fille, ça devait être terriblement compliqué. Mais après j'en ai beaucoup parlé avec lui plusieurs mois après et il m'a dit que lui ça l'avait aidé d'avoir cette sorte de distance médicale. Il me disait voilà, il devait être l'expert médical pour moi. Et donc, du coup, ça lui a permis de prendre plus de recul et c'était peut-être plus facile pour lui aussi. Mais oui, c'était particulier. Et après, ce qui est aussi particulier, c'est que... sombrer. Oui, c'est ça, voilà. Il me disait, il m'avait dit, voilà, je devais prendre mon téléphone pour te dire que ton mari avait un cancer. Et à la fois, je devais te dire, enfin, pas me dire que tout irait bien parce que personne n'en savait rien à ce moment-là. Mais voilà, mais il devait trouver une façon de m'annoncer la pire nouvelle de ma vie et à la fois d'être là pour moi, quoi. Donc, c'était pas facile. Mais il l'a fait. Il l'a fait, il l'a toujours fait. Alors, Anoucha, donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, tu t'es de plus en plus refermée sur toi-même. Oui. Tu m'as dit, je pense que c'est important de le mentionner parce que, voilà, c'est quelque chose qui est peut-être difficile pour les gens, mais tu as commencé à arrêter, enfin, tu ne dormais plus. Oui. C'est un signal. Voilà. Qu'est-ce que tu as mis en place? Et en parallèle aussi, qu'est-ce que tu peux conseiller, en fait, aux femmes qui vivent la même chose? Mais voilà, ça, on en parlera encore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Donc, en fait, c'est terrible parce que je me dis, mais tu n'étais plus toi-même, en fait. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. J'étais, l'ombre de moi-même, en fait. Mais à la fois, je continuais, en fait, ce qui était peut-être difficile aussi pour mes proches parce que j'ai conscience que c'est aussi difficile. Voilà, c'est difficile pour le ou la patiente et ses proches et les proches des proches. Enfin, c'est vraiment ça pour moi, ça a vraiment cet effet ricochet
le cancer de mon mari, il a pas touché que mon mari et moi, quoi. C'est vraiment, moi, je vois aussi l'impact chez d'autres personnes. Rien que voilà, j'ai 2 frères et une sœur qui ont aussi été impactés, quoi. C'était, voilà, ça touche beaucoup de monde. Bien sûr. En fait, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est ce qui était difficile, c'est que je vivais une vie normale, sinon, en fait. C'est-à-dire que, voilà, quand on parle de dépression, des fois, les gens, on a l'image de quelqu'un qui sort plus de son lit ou qui fait plus rien. Mais c'est pas du tout le cas. Et c'est ça aussi, j'aimerais beaucoup insister là-dessus, parce que même moi, avant, j'avais des fausses idées sur la dépression, sur les antidépresseurs, et j'aimerais bien aussi mettre un coup de pied là-dedans, dans ce que je raconte. Oui, j'aimerais bien que tu en parles. Ouais, vraiment, avec plaisir. Et donc c'est aussi pour ça que moi-même, je me disais, je vais pas si mal parce que je vais travailler tous les matins, voilà, je travaille mes 35 heures, je fais à manger, je mange, je m'occupe de mon mari, voilà, enfin il y avait beaucoup de choses à faire en termes médicaux aussi dans l'accompagnement de mon mari. Enfin voilà, mes fonctions vitales elles étaient assurées, enfin plus ou moins parce que le sommeil pas trop, mais dans la journée en tout cas, je vivais une vie presque normale. Enfin voilà, c'était avant le Covid, donc j'avais des activités, donc je chante dans une chorale, donc j'y allais 2 fois par semaine, je danse, j'allais toujours à la danse, enfin je vivais normalement en fait de l'extérieur. De l'extérieur, parce que la fatigue était grandissante. Ça. Ah oui, non voilà, mais de l'extérieur, si on prenait juste les points de ma vie un par un, on se disait Anoucha, ça a l'air d'aller quoi. Et comme en plus j'en parlais pas, mais personne se disait Anoucha, elle va très mal. Et donc c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup on donne le change et donc on se dit non mais du coup je vais pas si mal que ça parce que j'arrive à me lever tous les matins, à aller travailler, à faire ci, à faire ça. Mais en fait non, enfin c'est plutôt un instinct de survie déjà. Enfin moi je pouvais pas rester au fond de mon lit rien faire parce que j'avais des choses à faire. Mon mari travaillait pas, on avait que mon salaire et c'était un petit salaire, donc je suis contractuelle dans la fonction publique. Donc c'est pas des salaires mirobolants. Et ton mari était pas mis en arrêt maladie? Alors en fait mon mari il avait à ce moment-là le double statut pourri, donc il était à la fois auto-entrepreneur et vacataire. En fait il avait pas de vrai contrat on va dire de travail. Donc du coup il a dû arrêter ses vacations, mais les vacations c'est payé que quand on les fait, et sinon il n'y a pas de couverture derrière, il n'y a pas d'assurance. Et en tant qu'auto-entrepreneur, oui, il y a des gens qui nous ont dit, vous aviez pas d'assurance? Non, à 33 ans, on n'avait pas d'assurance, prévoyance, voilà, on pensait pas que quelque chose comme ça pouvait nous arriver et qu'on pouvait être privé de revenus pendant 1 an, du coup, il a pas eu de revenus. Donc ça, c'était aussi une charge supplémentaire parce que j'étais en charge des dépenses du budget. Bon, mon mari dépensait pas grand chose parce qu'il était malade, mais quand même. Il fallait faire avec toutes les aides financières, enfin les dossiers. Bon, je pense que les personnes qui nous écoutent, qui sont plongées là-dedans, ont sûrement dû avoir affaire, voilà, à la MDPH, la CPAM. Bon, on est encore en attente de plus d'1 an après d'aide financière. Enfin bon, bref, un autre débat. Encore une complication, voilà, oui. Mais donc tout ça pour dire que voilà, je gérais en fait, alors ce mot est un peu particulier aussi, tu le connais bien puisque c'est dans le nom de ton livre, mais donc voilà, tout le monde me disait ça, mais Anoucha tu gères. Et donc après on l'intègre aussi, on se dit ouais ok je gère, et gérer visiblement c'est continuer à vivre comme ça. Mais en fait derrière je pleurais beaucoup, j'avais beaucoup d'angoisse, j'ai commencé à de moins en moins dormir, donc en fait j'étais dans mon lit le soir, j'étais fatiguée et je dormais pas. Donc je finissais par m'endormir, mais très 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 tard, ce qui fait que voilà, au bout de plusieurs mois, c'était pas possible quoi. J'ai vraiment atteint mes limites, les limites de tout. Oui, donc ça c'était en fait, tu étais déjà en dépression. Oui, voilà, pas diagnostiquée, et donc qu'est-ce qui t'a fait aller voir quelqu'un et consulter, réaliser qu'il fallait vraiment aller voir quelqu'un? J'avais quand même des amis à qui je disais voilà que j'étais quand même fatiguée, que je dormais de moins en moins. Et donc j'avais quand même des amis qui me disaient, une amie en particulier, puis ma sœur et ma mère qui me disaient Manoucha, mets-toi en arrêt maladie en fait, parce que elle voyait quand même que j'allais vraiment pas bien. Et moi je disais non, je peux pas me mettre en arrêt à ce moment-là. J'étais très investie dans mon travail. Je me disais il y a trop de travail, je peux pas partir. En plus il y a un jour de carence quand on est en arrêt maladie. Je me disais non, j'ai besoin de cet argent. Donc du coup, je me disais non, c'est pas possible. Je voulais pas me mettre en arrêt quoi.
Donc des fois, enfin là, il y a 1 ou 2 fois où j'ai pris genre 1 jour de congé pour dormir, mais bon, au final, ça suffit pas, hein. Tu dormais clairement. pas. Oui, et tu dormais pas. Oui. Bah, en fait, le matin, c'était le moment où j'arrivais à dormir. Donc, si j'étais, voilà, les week-ends et les jours de congé, j'arrivais à dormir jusqu'à 10-11 heures et du coup, je rattrapais un peu, mais en fait, ça rattrapait rien parce que quand on s'endort à 3-4 heures, au final, bah voilà, ça suffit pas. J'ai commencé, mes insomnies, elles ont commencé mi-novembre. Et j'ai consulté que début mars. Donc, ce qui est quand même beaucoup trop long. Je ne le conseille pas. Oui. Voilà, si j'ai un conseil à donner à des gens qui nous écoutent et qui ont été ou qui seront peut-être dans cette situation, c'est n'attendez pas 4 mois, je sais même pas combien, mais enfin, on s'en aperçoit assez vite en fait qu'on est fatigué et qu'on n'en peut plus, mais on va toujours repousser nos limites et non, ne repoussez pas vos limites. Ça, moi, je l'ai beaucoup trop fait, tout en me disant qu'il fallait pas que je le fasse. Beaucoup de gens qui me disaient, Anoucha, tire pas sur la corde. Je dis, oui, je tire pas sur la corde. Ah, mais la corde, mais peut-être justement, comme tu dis, cette espèce de mode de survie, en fait. Ouais. Où tu dois continuer à avancer et peut-être pas beaucoup t'occuper de toi. Ah oui, non, clairement, je m'occupais pas de moi du tout. Non, c'est venu que, à partir du mois de mars où j'ai eu cette prise de conscience. Est-ce que ton mari était conscient de ce que tu vivais? Alors, des fois oui, des fois non. C'était un peu étrange. Lui, il a toujours, c'est la personne, je pense, qui a été le moins culpabilisante, ça c'est clair. Lui, il m'a jamais dit, sois forte ou fais ci, fais ça. Enfin, voilà. De toute façon, dans notre relation, même hors cancer, jamais il me dirait ce genre de choses. Donc non, lui, au contraire, lui, il me disait plus. Je pense que c'est plus dur pour toi que pour moi. Je dis, attends, t'es en chimio, tu me dis ça, c'est pas possible. Moi, je pouvais pas accepter qu'il me dise ça. Et il me disait, mais si, parce que moi, je suis en traitement, je suis dans l'action, je fais quelque chose. Et toi, tu peux rien faire. Il me disait, enfin, si je peux faire quelque chose, mais en fait, non, c'est différent. Ben je prends des petites notes quand tu parles et j'ai mis en grand le mot impuissance. Oui. Donc est-ce que tu avais ce sentiment d'impuissance? Complètement, c'était vraiment ça. Je me disais donc il y a eu le cancer a été détecté en octobre, la chimio a commencé à peu près 2 mois après. Donc juste avant Noël et ça s'est terminé en juin. Et pendant toute cette période, il y a eu les effets secondaires de la chimio, son corps il a changé, il y avait la colostomie aussi, il y avait beaucoup de choses et moi je pouvais rien faire. Les fois où il était en train de il vomissait par exemple après les chimios, j'étais juste là à lui tendre le seau quand je voyais qu'il allait vomir et qu'il était pas à côté des toilettes et qu'il avait pas le temps d'y aller. Mais voilà, je me rappelle, il y a une scène qui était particulièrement difficile, il y a ses parents qui sont venus nous voir. Donc, mon mari est irlandais, donc ses parents habitent en Irlande. Donc, avant le Covid, parce que du coup, c'est tombé aussi pendant le Covid. Oui. Avant le Covid, ils ont réussi à venir 3 fois quand même, donc ça c'était bien. Et la 3e fois qu'ils sont venus, il était en pleine chimio. Et donc ils étaient chez nous et ils s'apprêtaient à partir. Et pile à ce moment-là, mon mari a été malade. Et c'était dur en fait. Il y avait ses parents qui étaient là et tout d'un coup, je voyais mon mari se sentait pas bien, donc je cherchais le seau qui était jamais très loin. Et voilà, il s'est mis à vomir devant nous. Et je voyais ses parents debout qui savaient pas quoi faire et je leur disais non mais partez, là ça va aller, c'est comme ça et ça va passer. Et je me suis dit mais c'est horrible pour eux en fait aussi. Mais ces moments c'était dur, les moments où il allait pas bien du tout à cause de la chimio et moi j'étais là et je savais pas ce qu'il ressentait parce que j'ai jamais été en chimio. Plusieurs mois après, c'était en juillet, on était chez des amis qui sont un petit peu plus âgés que nous. Ils ont l'âge de mes parents. Et la femme a eu un cancer du sein. Et ils se sont mis à parler de leur chimio avec mon mari. Et en fait, c'était fou parce qu'à ce moment-là, il dit et ce goût horrible qu'on a dans la bouche, ils commençaient à parler de ça et je les voyais et tout et ils en rigolaient parce que l'humour ça a aussi été quelque chose de très important. Oui. Pendant la dépression et le cancer, il y a eu beaucoup d'humour quand même et je les voyais en train de parler de ce goût affreux qu'ils avaient dans la bouche après les chimios et je le savais parce que mon mari mâchait chewing-gum sur chewing-gum pendant sa chimio. On avait des placards remplis de chewing-gum parce qu'il avait ce goût affreux. Et à ce moment-là, quand je les ai vus échanger là-dessus, je me suis dit, c'est hyper important d'échanger avec des gens qui peuvent comprendre. Et moi, c'est ce qui m'a manqué, en fait.
vraiment. Et c'est pour ça en fait que je m'exprime maintenant. Merci Anousha, parce que c'est un témoignage qui est vraiment important. Alors, est-ce que tu peux nous raconter maintenant, donc en mars, tu as été voir quelqu'un, on t'a prescrit des antidépresseurs. Oui. Maintenant, on va parler de la remontée, parce qu'on a parlé de la descente, mais voilà, parfois il faut descendre très bas pour mieux rebondir. C'est ça. Alors, quand est-ce que tu as commencé à te sentir bien? Qu'est-ce que tu as découvert? Quelle est ta mission maintenant par rapport à tout ça? Parce que tu es très très impliquée, tu as envie de parler haut et fort. C'est ça. Voilà, tu as écrit un livre, donc raconte-nous la remontée. Oui. Alors la remontée, elle est faite de beaucoup de rechutes et de redescentes. Déjà, je dois le dire, c'était pas du tout linéaire. Et alors moi, je suis quelqu'un de très impatient, quelqu'un qui à la base aime beaucoup tout organiser, tout anticiper, tout contrôler. Donc le cancer, ça m'a donné une bonne leçon de vie, parce que là, c'était l'inverse total. Donc j'ai dû apprendre le fameux lâcher prise, qui est un mot que j'aime pas tellement, mais qui est un concept important quand même. Et c'était vraiment pas linéaire. Donc au début, j'ai refusé de prendre les antidépresseurs parce que je suis très têtue et que je voulais absolument m'en sortir toute seule. Pour moi, c'était hyper important. C'était un peu, j'ai besoin de personne, je peux le faire toute seule. Et alors voilà, un autre conseil, c'est non, vous ne pouvez pas le faire toute seule. Et en fait, c'est pas grave du tout. C'est pas grave de pas le faire toute seule. Bon, si des gens arrivent à s'en sortir tout seuls, très bien pour eux. Mais demander de l'aide, c'est hyper important et il faudrait pas que ça soit stigmatisé non plus. Et l'aide, ça peut passer par un médicament. Et ça, j'ai eu du mal à l'accepter. Mais voilà, j'ai fini. Bon, il me les a prescrits. Je crois que j'ai tenu 10 jours à peu près sans les prendre. Et après, je me suis rendu compte que c'était plus possible, quoi. Donc et c'était vraiment une bonne béquille, ça t'a permis de redormir. C'est ça, donc j'avais des anxiolytiques et des antidépresseurs, et donc les deux, ça m'a vraiment aidé au final. Je saurais même pas dire exactement comment je suis remontée en fait, parce que c'était vraiment un mélange de différentes ressources. Donc je vais plutôt essayer de parler de ça. Donc il y a eu les antidépresseurs et les anxiolytiques, clairement, c'était une des ressources. Après, c'est tombé exactement pendant le confinement de 2020 en France. Donc, bon, tout le monde n'aura pas son confinement réparateur, mais j'ai eu le mien, j'avoue. Alors, c'était un moment très particulier pour tout le monde, mais en fait, pour mon mari et moi, ce qui était différent, c'est que nos vies, elles étaient déjà en pause depuis octobre, donc 6 mois avant le confinement. Et en fait, tout d'un coup, je voyais tout le monde qui était en mode « mais c'est horrible ce qui se passe dans le monde, on peut rien faire, on peut rien prévoir, on peut plus rien contrôler ». Je dis « ça me dit quelque chose !» Incroyable. Et donc, en fait, nous, on l'a pas pris du tout de la même façon parce que nous, on était... c'est un peu en mode blasé. Ouais, c'est depuis octobre, les gars. Donc, il va falloir s'y habituer. Et donc, nous, on était déjà préparés pour le confinement au final. On avait déjà une vie sociale un peu réduite avec mon mari en chimio. Il faisait pas la fête tous les samedis. Donc, voilà. Pour nous, finalement, le confinement, c'était un moment où on était que tous les deux, où moi, je pouvais être 100% avec mon mari. J'étais en télétravail. C'était un moment, finalement, très réparateur pour nous deux. Voilà, il y a beaucoup d'amour pendant toute cette épreuve aussi. Je tiens à le souligner. Enfin, je pense que c'est aussi quelque chose qui a été majeur en fait, comment on a traversé ça. Il y a eu beaucoup d'amour entre nous deux, puis aussi avec ma famille. Donc j'ai une grande famille qui m'a beaucoup aidée. Et mes proches, mes pauvres proches maltraités, mes pauvres amis à qui je parlais plus de ce qui se passait, qui essayaient désespérément de rentrer dans ce qui se passait. J'ai fini par aussi leur parler à nouveau de ce qui se passait, et ça m'a aidé. J'ai fini par accepter qu'en fait c'était pas grave de pas tout dire à tout le monde, parce qu'il y avait ça aussi au début. Voilà, comme je disais, je faisais vraiment des copier-coller. Ah mince, telle amie elle est pas au courant. Voilà, j'ai beaucoup d'amis très proches, et pour moi il fallait que tout le monde soit au courant de tout, mais en fait non. J'ai compris que je pouvais sélectionner. Aujourd'hui j'ai envie de parler de ça. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'autre chose. Donc la plus grande partie de ma guérison, ça a été l'acceptation. Et ça, c'est un mot hyper important que j'essaie de cultiver encore maintenant, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai du mal à accepter. Et l'acceptation, c'est-à-dire, voilà, j'ai compris que j'allais pas bien, et déjà comprendre d'aller mal, c'est hyper important, parce que pendant finalement des mois, je me suis pas dit que j'allais mal.
Donc, à partir du moment où j'ai compris que j'allais mal, déjà, c'était une première étape. Accepter de se dire, bah oui, en fait, je vais pas bien. Et aussi accepter d'aller bien, parce qu'il y a des jours où j'allais bien. Et les jours où j'allais bien, je me dis, mince, pourquoi je vais pas bien? C'est bizarre, il se passe un truc, c'est pas normal. Ben, en fait, si, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Donc, l'acceptation, ça m'a beaucoup aidé. Oui, ça passe par la compréhension et puis l'acceptation. Alors, il y a un mot que j'aime beaucoup, moi, c'est l'accueil. Oui, tout à fait. Ma psy me disait souvent ça. Voilà, l'accueil de ce qui se passe. Est-ce que tu as pu dire à tes amis ce que tu avais vécu, en fait, que tu t'étais refermé sur toi-même, que les injonctions étaient terriblement compliquées? Est-ce que vous avez pu recréer du lien? Exactement. Alors ça, c'est, je l'ai fait, donc ça m'a pris du temps. Donc c'était mi-avril. En fait, je me suis décidée à envoyer un mail. Parce que pour moi, l'écrit, c'était finalement le plus facile. Enfin voilà, j'ai écrit un livre, donc pour moi, l'écriture, c'était hyper important. Donc en fait, je me suis posée, j'ai écrit tout ce que je ressentais. Et je l'ai envoyé en fait. Voilà, c'est un peu peut-être bizarre dit comme ça, mais j'ai envoyé un mail groupé aux amis à qui je voulais parler de ça. Je trouve ça formidable. C'est formidable. Tu l'as mis dans ton livre, ce mail? Alors à la base je l'avais mis, puis quand je l'ai retravaillé, je l'ai enlevé ce mail. J'étais pas sûre de le garder. Après je l'ai toujours évidemment. C'est peut-être très inspirant. Oui. Oui, c'est vrai, pour des accompagnants. Ouais. Donc, ouais, c'est formidable. Et donc, tu as pu leur dire, en fait, voilà, les injonctions étaient difficiles. Oui. Ouais, en fait, je leur ai vraiment dit, en fait, je me suis vraiment renfermée sur moi-même. Voici ce que c'est mon quotidien, en fait, depuis octobre. Et ça m'a vraiment aidée. Et après, voilà, je leur disais, en fait, des fois, j'ai pas envie de vous parler. Parce que j'ai même pas envie d'avoir de vos nouvelles, en fait. Parce qu'il y avait ça aussi, des fois. Il y avait cette partie, les gens, ils avançaient dans leur vie et pas moi. Et ça, c'était vraiment dur pour moi. Enfin, je sais pas si c'est pire quand on est très jeune ou pas, mais moi, voilà, je voyais des gens, être enceinte, acheter des maisons, voyager, avant le Covid, faire plein de trucs, faire plein de projets. Et nous, on pouvait rien faire. Enfin, vraiment rien, quoi. On pouvait juste attendre. Et un sentiment d'injustice encore. Oui, donc, avant de passer à tout ce stade d'acceptation, d'accueil, un sentiment terrible d'impuissance, d'injustice. Oui, exactement, oui. Et à la fois, tu te dis, c'est super, mes meilleures amies, elles avancent, tant mieux pour elles. Heureusement qu'elles vivent pas le même drame que moi. Mais c'est trop dur à ce moment-là. Il y avait des fois où j'avais pas envie d'entendre parler d'elles, en fait. J'avais pas envie d'entendre parler même de leurs problèmes parce que j'avais déjà trop de problèmes moi-même et j'avais pas envie de gérer les leurs. Et en fait, pour moi, voilà, moi, quand je suis dans n'importe quoi, c'est 0% ou 100%. Donc, je pouvais pas commencer à leur parler de façon superficielle. Je pouvais pas ne pas être là pour elles. Et à la fois, elle pouvait pas être là pour moi non plus. Donc, il y a des fois où je me disais, non, bon. Pour clôturer ce podcast, qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil aux accompagnants, aux amis, à toutes les personnes, en fait, qui ne sont pas concernées par le cancer, mais qui sont très proches de personnes qui ont le cancer? Oui. Aux personnes qui accompagnent des patients et des patientes au quotidien, donc que ce soit des conjoints, conjointes ou des parents, ou même des fois, je sais qu'il y a des amis proches qui accompagnent aussi des patients et des patientes, leur dire que vous n'êtes pas seuls. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise. Voilà, Anoucha, t'es pas toute seule. En fait, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que toi ou des choses similaires. Et c'est normal. C'est normal et légitime surtout. Pour moi, la légitimité, c'est quelque chose aussi qui a été très problématique parce que je me disais toujours, je ne suis pas la malade, donc je n'ai pas le droit de me plaindre. Et en fait, si. si, c'est une expérience très dure, c'est une expérience même, traumatisante. Voilà, ça c'est un de mes conseils. Alors, tu leur conseilles aussi de parler peut-être plus facilement, de rejoindre des groupes de soutien. Oui, alors ça, je suis consciente que c'est pas forcément facile quand on est en plein dedans. Moi finalement, là maintenant avec le recul, je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Mais des fois quand on est en dedans, moi je savais même pas ce dont j'avais besoin en fait. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, se laisser du temps et arrêter de s'envoyer, de se flageller, je sais pas. Moi je sais que voilà, j'ai suivi une thérapie, donc pour moi ça a été aussi très important ma thérapie.
Et ma psy me disait toujours, mais Anousha, mais vous êtes tellement dure avec vous-même, arrêtez. Et elle me disait, soyez votre meilleure amie. Et elle me disait, qu'est-ce que votre meilleure amie, elle vous dirait? Et alors ma meilleure amie, elle me dirait jamais les choses horribles que je me suis dites, clairement. Donc voilà, soyez plus bienveillante envers vous-même, soyez votre meilleure amie. Ça c'est voilà, essayez de prendre du recul et de vous dire, bah si cette situation elle arrivait, voilà, à ma meilleure amie, qu'est-ce que je penserais d'elle? Et à chaque fois, moi, je me disais, bah, je me dirais, Anousha, en fait, elle est forte. Et être forte, c'est quoi? C'est accepter d'aller mal, c'est accepter ses émotions, c'est pleurer, c'est aussi mais réussir à vivre normalement des fois, et puis des fois non, et se laisser du temps, quoi. Ouais, pour moi, le temps, c'est un peu bateau, mais ça m'a aidé. Même quand on est dedans. Pas du tout bateau, je trouve. Puis être forte, moi, je trouve que c'est justement être capable de pleurer. Oui. Oui, tout à fait. Aussi, hein. Mais je pense que c'est culturel aussi. Tu as raison, hein. Tu l'as mentionné. Alors, quelle est ta mission maintenant? Oui. Et quel est ton rêve avec ton livre? Oui. Donc, parce que j'ai vraiment envie de faire connaître ton conte. Parce qu'il y a autant d'accompagnants que de gens qui ont le cancer. Il faut quand même réaliser, enfin, beaucoup plus même, parce que il y a les conjoints, il y a les amis, il y a les enfants aussi, qu'on oublie. Donc, je trouve que ton conte est vraiment très, très important. Je tiens à dire que dans le groupe de soutien cancer je gère, j'accueille les accompagnants. Oui. J'étais très bien accueillie d'ailleurs. Voilà, donc c'est capital pour moi. C'est vraiment capital. Donc, quelle est ta mission? Quels sont tes rêves maintenant? Alors ma mission, c'est vraiment d'ouvrir la parole au sujet des aidants et des aidantes. Pour l'instant, j'ai rencontré plutôt des femmes, donc je vais parler au féminin. Ouvrir la parole parce qu'on parle pas en fait des aidantes, c'est un mot même qui peut faire parfois polémique, donc voilà, aidante, accompagnante, proche, voilà. Moi, je savais même pas, avant d'être aidante, j'avais jamais réfléchi aux personnes qui accompagnaient les personnes malades en fait. Et donc en fait, quand on n'est pas dedans, on s'en rend pas compte. Donc voilà, je veux pas blâmer les gens qui ne pensent pas aux aidants, mais voilà, ma mission c'est de parler de nous. Et également d'apporter, si possible, le maximum de soutien à ces personnes qui sont souvent isolées ou seules ou mal comprises, qui peuvent avoir aussi du mal à trouver leur place. Moi, c'était vraiment ça. J'ai eu du mal à trouver ma place dans la maladie. Donc c'est ça mon objectif. Et puis également aider toutes les personnes autour justement de la maladie qui sont touchées moins directement. Et leur dire voilà ce que vous pouvez faire en fait et voilà à quoi ça ressemble le quotidien d'une aidante. Alors mon quotidien c'est pas le quotidien de toutes les aidantes, mais voilà, il y a des choses qui se recoupent. Vraiment libérer la parole d'une manière générale, qui est moins de stigmatisation aussi et que plus personne, parce que moi voilà j'ai perdu une amie pendant tout ça. Donc finalement je me suis pas mal débrouillée parce que une amie c'est pas grand chose finalement parmi tout ce que j'aurais pu perdre, hein. Mais tu vas peut-être la retrouver. Mais donc cette amie je l'ai perdue parce que justement elle comprenait pas du tout ce que je vivais et que quand je lui en ai parlé, elle m'a dit que j'exagérais en fait, que j'étais pas la malade, que j'exagérais et que voilà, en gros fallait que je me sorte les doigts du cul et que j'arrête de pleurer, quoi, globalement. Et donc, voilà, évidemment, ça s'est mal passé. Donc, j'aimerais bien, que ce genre de réaction n'existe plus, en fait, qu'on puisse plus se dire, en pensant à des aidants ou en pensant à soi-même en tant qu'aidante, se dire, j'exagère. Ça, c'est pas possible. Non, vous exagérez pas. C'est vraiment un besoin de reconnaissance. Oui, absolument. Oui, et j'entends dans toute ton histoire les dilemmes, la culpabilité, le doute, et puis se refermer, ne plus être toi-même. C'est une épreuve, ce sentiment d'impuissance. En tout cas, Anousha, vraiment, merci. Alors, s'il y a un éditeur qui nous entend, son témoignage est extraordinaire. Tous les liens seront en dessous du blog. Tous les liens seront également sur la page de mon site. Donc vraiment un éditeur, un ami d'éditeur, une famille d'éditeurs. On serait vraiment content parce que je pense que ce témoignage peut vraiment aider énormément de gens. Et merci en tout cas, Anousha. Merci d'avoir donné la parole, d'avoir participé à ma mission. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est une mission qui me tient très à cœur aussi, tu vois. Donc voilà, je t'embrasse très très fort. Merci Delphine, à bientôt.
Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!